Changeons d'univers. Pour évoquer l'univers culturel, nous avons donc invité M. Éric de Starck, bien connu chez nous en Belgique. Éric de Starck, après avoir suivi des cours de théâtre, de mise en scène à l'Institut des Arts de Diffusion, il fonde en 1985 le Théâtre Loyal du Trac, dont il est un des auteurs et des metteurs en scène. Il fait aussi partie, dans les premières lignes, je pense, de la Ligue d'improvisation belge. Tout en poursuivant sa carrière de comédien, seul en scène ou au sein d'une troupe, il assure de nombreuses mises en scène, participe à diverses émissions en télévision ou en radio. Il est également professeur d'improvisation et d'interprétation à l'IAD, donc l'Institut des Arts de Diffusion, également à l'École supérieure des arts du cirque de Bruxelles. On le retrouve au cinéma dont j'ai rapidement compté plus de 30 films, je pense, notamment avec les frères Dardenne, je pense à vous, avec Nicolas Bertrand en Douce Nuit, où il obtient d'ailleurs le prix d'interprétation masculine au Festival de Paris, jusque tout récemment en 2020, La Terre et le sang de Julien Leclerc. Mais le domaine privilégié d'Éric de Starck, c'est le théâtre. Des dizaines de pièces de théâtre qu'il a ainsi écrites, interprétées, mises en scène. 800 représentations avec « Est-ce qu'on ne pourrait pas s'aimer un peu ?» et le Théâtre Loyal du Trac. Mais aussi son rôle de Porthos dans Les Trois Mousquetaires, au Théâtre du Parc, L'âme belge à la Comédie Claude Voltaire, toutes les grandes maisons bruxelloises, sans oublier le rôle de Figaro dans le chef-d'œuvre de Beaumarchais au Théâtre National, ou sa reprise du Notre-Dame de Paris de Victor Hugo dans les ruines de Villers-Saville, un spectacle qu'il aurait dû présenter ici, dans notre Notre-Dame, si le Covid l'avait permis, peut-être un jour. C'est avec sa célèbre faconde qu'Éric de Starck nous donnera maintenant son regard sur cette crise sanitaire, avec cette question que je lui avais proposée. Finalement, après tout ce que l'on a dit, et cela vient de nous être rappelé, à propos du monde culturel, son soi-disant côté non essentiel, la motivation est-elle toujours bien là? Et notamment chez les étudiants en art dramatique auxquels vous enseignez. Merci aussi, M. de Starck. Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. J'étais très touché que vous me proposiez de venir parler, parce que c'est vrai que pendant cette période, on a eu le sentiment que les artistes étaient mis sur le côté. Et cette occasion, aujourd'hui, je ne suis pas conférencier. J'ai d'habitude plutôt comme façon de m'exprimer, de prendre les mots d'un auteur ou les mots que nous avons écrits, que nous avons répétés, que nous allons porter à la scène. Mais ici, je pense que c'est vrai que c'était important de pouvoir parler des artistes, puisqu'on en a un peu parlé, mais pas toujours au bon moment, pas toujours à l'essentiel. Ah, tiens, c'est un mot important. Je vous remercie d'ailleurs pour tout ce que vous avez dit, docteur, parce que c'est très juste. Vous mettez le doigt vraiment sur quelque chose dont je vais en parler un petit peu d'ailleurs. Et ce qui s'est passé pendant cette période, je raconte un petit peu comment c'est arrivé pour nous, les artistes, pour vous dire un peu dans quel climat ça se passe. On jouait, on était en pleine représentation, on jouait une pièce de Feydeau, Tailleur pour dames, et nous étions au Centre culturel de Huy. Et déjà depuis plusieurs jours, les bruits couraient qu'il y avait évidemment cette pandémie qui arrivait. Et rien que dans la camionnette pour arriver, pour jouer, dès qu'une comédienne toussait, quelqu'un d'autre lui disait « mais pourquoi tu tousses ?» Et on essayait de tempérer comme ça en disant « mais non, mais c'est pas grave ». Et la panique commençait à monter. Déjà dans un tout petit microcosme comme celui-là. Évidemment sur scène, il se passe qu'on s'embrasse, on se prend dans les bras. Et donc ça commençait à créer une gêne. Et les représentations commençaient à en souffrir. On avait une série là, oui, et puis on avait encore 18 représentations derrière. Et à un moment donné, un jour, c'est la crise. Une comédienne ne veut pas rentrer en scène. Elle dit non, je ne suis pas bien, je vais tomber malade. Et c'est la fameuse peur dont vous parlez. Elle a peur de tomber malade pour ses enfants, pour son mari.
Et on doit prendre une décision. Et la directrice du théâtre, Jean Villard, je l'appelle au téléphone, parce que personne ne sait quoi faire. Et moi, dans mes fonctions, je suis directeur d'un autre théâtre. Et donc, je dis, bon, je vais prendre la responsabilité, je l'appelle. Et elle est sur la route pour les jouer en France. Elle dit, mais moi-même, je ne sais pas si on va jouer. Et je dis, mais qu'est-ce qu'on fait? Elle dit, je ne sais pas. Et donc, c'est là qu'on sait ces fameuses questions où il faut prendre des décisions. Et donc, on va quand même jouer cette représentation-là. Le lendemain, on a encore une matinée. Nous sommes le 13 mars. On va jouer le soir, mais pas la matinée, parce qu'il y a trop de tension avec les élèves et il faut expliquer à leurs élèves qu'on ne va pas jouer. Et ces adolescents ne comprennent évidemment pas pourquoi on ne joue pas. Or, on saura déjà que le lendemain, ce sera des catastrophes du côté de Oui. Et donc, on va jouer la représentation pendant qu'il y a le premier Codeco. Et c'est un décor un peu particulier pour cette pièce de Feydeau. Et sous la scène, les régisseurs avaient mis une caméra avec une télévision où ils voyaient les informations qu'eux entendaient, nous pas, mais on jouait avec une tension très particulière où on était en train de décider qu'on allait fermer tout. Et donc la représentation s'est terminée et on savait que c'était la dernière. Donc c'était vraiment, ça se termine dans un chaos, on se dit au revoir, on ne sait pas très bien ce qui va nous arriver, mais je vous parlerai un peu du statut de l'artiste pour expliquer comment ça se passe dans ces cas-là. Et voilà qu'on est parti donc dans cette pandémie. Du jour au lendemain, tout s'arrête. On rentre chez nous et c'est là qu'on va entendre cette fameuse phrase non essentielle. Et moi, tout de suite, je me suis dit, mais non, il y a les choses indispensables comme la santé, comme la nourriture. Si on ne mange pas, si on ne se soigne pas, on meurt. Ça, c'est pour moi l'indispensable. Pourquoi avoir employé ce terme d'essentiel? Et ça, c'est vrai que ça nous a tous blessés, un peu secoués. Et je me suis posé la question, c'est quoi être... Quand la première ministre, on lui pose la question, disant, mais que va-t-il se passer pour les artistes? Elle répond, les artistes, ils devront trouver d'autres moyens de s'occuper. Et en fait, c'est comme si le théâtre était une occupation, un passe-temps. Et en fait, je vous vois aujourd'hui, de présent, ce soir, pour nous écouter. Et en fait, c'est ça qui rend les choses essentielles. C'est parce que nous sommes là pour partager des choses ensemble. Si vous n'étiez pas là, je ne parlerais pas. Et c'est la même chose au théâtre. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de spectateurs, on ne joue pas. Donc ce qui rend la chose essentielle, c'est la communion de nos impressions, de nos émotions, c'est le partage de nos sensations, de comment on va vivre, que ce soit Roméo et Juliette, que ce soit une pièce sur la guerre, que ce soit une pièce sur l'actualité ou simplement une comédie. C'est le partage entre nous qui rend la chose essentielle. Donc quand elle dit, ou quand quelqu'un dit c'est non essentiel, c'est comme si tout ce que nous vivons ensemble, à ce moment-là, n'est pas essentiel. Et je pense que c'est la même chose pour le culte. Je pense qu'on est tout à fait dans les mêmes valeurs. Je pense que si le prêtre est tout seul, c'est la même chose. L'acteur seul, ça n'existe pas non plus. Et donc, on l'a vécu évidemment difficilement, parce que tout d'un coup, on parlait de notre métier comme s'il ne servait à rien. Et les avantages de cette pandémie, finalement, s'il y en a quelques-uns, c'est que ça a mis en lumière, malgré la pandémie, le rôle indispensable et essentiel de certains aspects. Bon, la santé, on en a parlé. Et puis, finalement, les artistes, petit à petit, on a commencé à nous rappeler, à nous demander. Il se fait que dans mes fonctions, mais je ne veux pas parler de moi, je veux parler au nom des artistes, évidemment. Moi, je suis directeur d'un théâtre, je donne cours, je joue. Je suis aussi père de famille. J'ai 4 enfants et je parraine une association qui s'appelle Le Pont des Arts. Si vous voulez, ce sont des artistes qui vont jouer à l'hôpital. On connaît bien les clowns à l'hôpital. Le Pont des Arts, en fait, est un peu plus étoffé. C'est-à-dire, il y a un magicien, il y a un danseur, Et donc, on était tout de suite en rapport. On nous a rappelé en disant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis, on nous a demandé des vidéos pour envoyer dans les seigneuries. On nous a demandé de faire des actions, de raconter des contes par téléphone pour les gens qui étaient isolés, qui n'avaient pas de contact, qu'on ne peut pas voir parce qu'ils étaient isolés. Et donc, tout d'un coup, on redevenait indispensable jusqu'au moment où, un jour, je suis seul au théâtre puisque tout le monde était en télétravail. Le téléphone sonne et c'est un ministère qui m'appelle et qui dit « Écoutez, les artistes, maintenant, vous devez téléphoner aux gens, vous devez les convaincre de se faire vacciner. » Et c'était très, très drôle parce que j'étais toujours dans le doute qu'on ne s'occupait pas de nous, qu'on ne servait à rien. Et tout d'un coup, on disait « Vous avez un rôle à jouer, vous devez dire aux gens qu'ils doivent se faire vacciner. » Et donc, je pense qu'en effet, ça a mis l'accent sur le fait que je pense que là-haut, le ministère ne sait pas ce que nous faisons. Et donc, si vous me permettez, je vais un peu parler de ça. Alors, je vais parler au nom des artistes du spectacle vivant.
c'est parce que c'est ce que je connais le mieux. Et puis aussi parce que les auteurs de bandes dessinées, de littérature, les peintres, les sculpteurs m'ont dit, enfin ceux que je connais du moins, m'ont dit, mais non, nous on a pu continuer à travailler. En fait, même les artistes de bande dessinée disaient, en fait c'était très, très cool pour nous. On avait beaucoup plus de temps et on nous mettait beaucoup moins la pression parce que les éditions étaient en retard. Les imprimeurs ne pouvaient pas imprimer, donc du coup, pour nous, c'était plus confortable. Alors je vais parler des arts vivants. Alors pourquoi les arts vivants? Parce que le théâtre, le spectacle de danse, les concerts, le cirque sont ce qu'on appelle les arts vivants, dans la mesure où c'est éphémère. C'est-à-dire que la représentation de ce soir, on ne la reverra pas. Les émotions qu'on aura partagées ensemble, on ne la reverra pas, on ne la revivra pas. Alors on a essayé pendant cette période, on a vu de numériser les artistes ou les spectacles, de pouvoir les filmer, de les mettre sur disque dur, de les distribuer sur Ovio par exemple, mais c'est pas la même chose. On voit bien d'ailleurs avec la réouverture des théâtres que les gens reviennent parce qu'ils ont besoin de partager des émotions. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui est essentiel, c'est le partage. Moi je vois toujours quand un spectacle fonctionne au Théâtre des Riches-Clercs où je travaille, c'est quand les gens restent après au bar. Alors qu'ils ne se connaissent pas, mais ils ont besoin, dans l'émotion qu'ils ont vécue, de partager ce qu'ils ont ressenti, d'avoir les impressions des autres, d'échanger, de discuter ou d'attendre l'artiste pour lui poser des questions. Pourquoi il a écrit ça? Là, on vient d'accueillir un artiste qui s'appelle Alberto Garcia Sanchez, qui a écrit un spectacle qui s'appelle Elle et mon genre, où il demande à sa femme de lui prêter son corps pour venir parler de la femme, parce qu'il se dit, moi je ne suis pas compétent, je suis un homme. Et donc il explique comment sa femme va lui prêter son corps. Je n'ai jamais vu quelqu'un vendre autant de textes à la sortie du théâtre, à la sortie du spectacle. Pourtant c'était le texte de la pièce qu'ils avaient vue. Et je me disais, oui, ça c'est vraiment le côté éphémère de notre spectacle, c'est que les gens voudraient emporter une partie de ce qu'ils ont vu. Alors que le spectacle existe sur film, on pourrait taper sur Internet et revoir la pièce, mais c'est pas ça qu'ils veulent. Et donc, pourquoi je parlais des arts vivants? Parce que c'est le côté éphémère, et je crois que c'est ça qui a touché dans le côté essentiel et non essentiel, c'est-à-dire que ça n'existe pas. Quand on dit, ils pourront s'occuper tout seuls. Et bizarrement, je me suis dit, je vais expliquer un peu finalement ce que c'est qu'un artiste. Un artiste, c'est quoi? Alors un artiste, c'est quelqu'un qui répète beaucoup, qui travaille, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on travaille pendant 3 mois en général, ça va de 6 semaines à 3 mois selon le spectacle, on répète, on refait. Et cet aspect-là, personne ne le voit. La face visible de l'iceberg, c'est la représentation. C'est le moment où on peut partager avec le public. Et un artiste, il a un statut particulier. Dans la majorité des cas, nous sommes ce qu'on appelle des travailleurs saisonniers. C'est-à-dire qu'avant la guerre 40-45, en Belgique, il n'y avait pas d'acteurs, d'actrices professionnels. C'était des amateurs. Parce que la France venait jouer chez nous, et nous étions un espèce de garage, ce qu'on appelle dans le jargon théâtral. On accueillait les troupes françaises qui venaient jouer chez nous. Avec la guerre, ils n'ont pas pu venir. Finalement, une bonne chance peut-être. Et les acteurs amateurs belges ont commencé à jouer. Et finalement, on dit, c'est pas mal, c'est original, c'est différent. Et petit à petit, les acteurs sont devenus professionnels. Je vous saute les étapes, pour pas tout vous raconter. Et donc, il fallait trouver un statut après-guerre. On a dit, mais qu'est-ce qu'on va leur donner comme statut? Parce qu'ils ne jouent pas toute l'année, ils jouent de temps en temps. Et on a dit, ils seront bûcherons. Et donc, nous sommes toujours, pour l'Office de la Sécurité sociale, des travailleurs saisonniers, c'est-à-dire bûcherons. Et donc, on peut être payé à l'abattage. Pour vous dire. Alors à l'abattage, ça veut dire, on disait à un bûcheron, il y a une forêt, il y a 40 arbres, soit tu mets un mois, il dit, attends, s'il pleut maintenant, écoute, on te paye par arbre, 40 arbres. Voilà, c'est à l'abattage des 40 arbres, il fait beau, en 15 jours, il avait fini, c'était bien. Il pleuvait pendant 2 mois, il mettait 2 mois pour le faire. Et tout d'un coup, les artistes, on avait ce statut-là. C'est que nous sommes parfois payés à l'abattage. C'est-à-dire qu'on nous dit, vous êtes payé pour cette période-là, pour les répétitions et les représentations. Et donc on a toujours un statut particulier. Pour la sécurité sociale, on est payé comme des joueurs de football. On est assuré comme des joueurs de football. C'est-à-dire parce que c'est un peu fluctuant. Et en fait, on ne sait jamais vraiment dans quelle case nous mettre. Et on n'a jamais vraiment rouspété. On essaye toujours de trouver un statut pour l'artiste. Mais comme on est tous différents, c'est quelque chose qui met du temps en Belgique. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'on dit toujours, vous savez, quand on sort de scène, on a toujours les mêmes questions. On nous dit, comment vous faites pour étudier tout ce texte? On travaille.
C'est quoi votre vrai métier? Parce que c'est toujours pas clair qu'en Belgique, c'est un vrai métier. Et puis quand les gens ont vraiment aimé le spectacle, ils nous disent « Et quand est-ce que vous allez à Paris ?» Et il faut savoir qu'en Belgique, à Bruxelles, il y a plus de théâtres par habitant qu'à Paris, par exemple, toute proportion gardée. Donc on n'a toujours pas accepté le fait qu'il y a énormément d'artistes. Ici à Tournai, vous avez une moisson d'artistes particulièrement féconde. Et c'est toujours dans cet esprit de devoir prouver qu'on est là. Et avec cette pandémie, finalement, ça a mis un peu en valeur certains artistes qui ont pu s'exprimer. Comment ça s'est passé pour nous? Ça s'est passé que, donc, je vous ai dit, le 13 mars, ça s'arrête. Mais il y a des contrats qui sont passés. Bon, il va y avoir le premier confinement, tout le monde reste chez soi. Mais quand on va rouvrir, donc j'ai la chance, moi, on m'appelle pour remplacer le spectacle à Villers-la-Ville. C'est un spectacle que j'avais créé il y a 30 ans. Et on me dit, tu veux pas le rejouer? Je n'avais plus joué depuis 17 ans. Je dis, oui. De toute façon, il faut y aller. Et c'était très touchant de pouvoir jouer. Et c'est la première fois que je voyais tout un public masqué. Et donc c'était très angoissant parce que j'essayais de voir dans les yeux, quand on joue seul sur scène, le partenaire, c'est le public. J'ai pas d'autre partenaire que le public. Et donc je cherchais dans les regards. Et c'était très angoissant parce que je me demandais, mais est-ce que ça leur plaît? Est-ce que ça les intéresse? Et puis, petit à petit, le noir de la nuit arrivait, puisqu'on jouait en plein air dans les ruines de Villers-la-Ville. Et donc j'étais soulagé. Je ne voyais plus les visages. J'imaginais qu'ils souriaient, qu'ils étaient avec moi. Jusqu'au moment où, un jour, je commence une représentation et au bord de la scène, il y a une jeune fille. Et cette jeune fille a un masque et elle bouge beaucoup. Et je me dis, le spectacle, c'est du vieux français, c'est Victor Hugo, ça doit la déconcentrer, elle n'aime pas. Et donc j'essaye de me concentrer sur d'autres regards, puis je la vois toujours bouger beaucoup. Et je ne vois que ses yeux, évidemment, je n'ai que ceci. Et donc je me dis, elle ne sent pas le spectacle, c'est pas grave, je continue. Et je dis, elle n'a pas aimé, voilà. Et au moment du salut, au moment où les gens applaudissent, elle se lève et elle applaudit. Et je me dis, finalement, le masque change tout le rapport que je peux avoir aux gens. J'avais mal interprété sa gestuelle. Ça, c'est pour vous dire, voilà, à ce moment-là, je suis seul sur scène et tous les soirs, je ne peux pas m'empêcher de dire que je viens sur scène à la place de tous ceux qui sont empêchés, que tous les artistes sont rentrés chez eux, sont restés chez eux. Et puis, on va recommencer en septembre, on peut reprendre. Mais alors, ce qui est très compliqué pour nous, c'est qu'il y a un embouteillage. Parce qu'il y a les spectacles qui ont été empêchés, il y a les spectacles qui sont déjà programmés. Et nous, dans les théâtres, on va essayer de faire une alternance. Ça va s'enchaîner très vite, ça va s'empiler. Et puis, on est de nouveau arrêté en octobre, très vite. Alors, je vous disais, je suis aussi père de famille. Et donc, je suis toujours lié à la médecine parce que mon fils aîné est infirmier et kiné. Ma dernière fille, elle étudiait médecine. Elle allait présenter l'examen de médecine et puis pendant le mois d'août 2020, elle me dit non, je ne présenterai pas médecine. Elle avait fait une année spéciale pour se préparer. Je dis mais pourquoi tu es prête? Tu as fait les cours? Elle dit papa, les profs nous disent déjà que ça va recommencer le Covid. Ils nous disent déjà dans les cours préparatoires que le Covid va revenir. Moi, je ne vais pas repasser 12 heures par jour derrière mon ordinateur dans ma chambre. Je dis oui, ça je comprends chérie. Elle dit je fais infirmière. Ah bon? Et donc elle a présenté l'examen d'entrée en infirmière. Et donc, à la maison, je suis toujours... On parle de la culture parce que ma deuxième fille, elle, est comédienne. Et mon dernier fils, lui, il fait architecte de jardin. Mais il ne veut plus. Pendant le Covid, il a fait une espèce de crise écologique. Il a dit, je vais faire de l'art. Et il a présenté une école de jazz. Donc, vous dire qu'on est dans une discussion tout le temps entre culture et médecine et santé, et comment ça se passe. Et je vais vivre en fait aussi les répétitions des spectacles qui se remettent en route en même temps que la vie de la médecine. Mon fils travaille à l'accueil des demandeurs d'asile à Neder-Overenbeek. Donc il dit j'accueille les gens, je dois parfois isoler certains avec des sensibilités différentes. Par exemple, il disait les gens qui viennent d'Afghanistan veulent tout le temps se prendre dans les bras et s'embrasser. On a beau leur expliquer qu'ils doivent faire attention, qu'ils sont punis. Il dit par contre les gens qui viennent d'Afrique sont très habitués. On leur dit voilà il y a une pandémie, très bien, on a l'habitude. Il dit des sensibilités différentes ou des gens qu'on devait mettre à l'isolement parce qu'ils étaient positifs, ils n'avaient pas de symptômes, mais on devait les mettre à l'isolement, ils le vivaient comme on les remettait en prison. Il dit que tout ça, avec des mots, essayer de traduire. Et donc on vivait un peu... Alors il me disait, qu'est-ce qu'il y a comme spectacle qu'on peut leur montrer? Qu'est-ce que tu as comme vidéo à leur proposer? Et donc on vivait la médecine et la culture en même temps, à la maison. Donc c'était très particulier, mais très riche aussi. Et puis ma fille, la plus jeune, se retrouve en stage. Et c'est là que c'est vrai que
Moi, j'ai un côté assez féerique au théâtre, en disant même si le public n'est pas là, mais qu'on répète des spectacles, parce qu'on pouvait répéter sans public. On était en train d'écrire, de composer, j'allais voir beaucoup de spectacles. Et ma fille, elle dit, bon, je commence mon premier stage, observation. Ah, ça va, c'est cool. Je me dis, c'est bien. C'est dans une maison de repos. Très bien, je dis, parfait. Et c'est à Uccle. Ben, c'est le haut de gamme, ça va bien se passer. Et elle dit, il y a 51 membres de 51 résidents pour 15 membres du personnel. Parfait. Le lundi soir, je l'appelle, je dis, alors, ça va, tu es déjà rentré à la maison, j'arrive. Elle dit, bah oui, j'arrive, mais tu sais, sur les 15 membres du personnel, il n'en reste que 5. Ah, d'accord. Et le lendemain, à midi, elle m'envoie un message, appelle-moi quand tu peux. Je dis oui, je l'appelle, elle dit, il y a eu 3 morts ce matin, finalement, c'est moi qui donne les repas. Et le mercredi, elle dit, je suis infirmière. Voilà. Et donc, c'était aussi, elle me disait, qu'est-ce que tu fais au théâtre? Et donc, il y avait le côté de lui raconter ma journée, qu'elle me raconte la sienne, et on vivait à un rythme un peu différent. Moi, j'allais au théâtre voir des spectacles et motiver les troupes pour qu'ils répètent, en sachant qu'ils ne verraient pas le public. Et donc, on a préparé pendant une saison, donc la saison 20-21, on a préparé, donc du 1er septembre au 30 juin, des spectacles que personne n'allait voir, en fait, et qu'on reporterait peut-être. Et donc, cette saison-ci, maintenant, en 22, 21, 22, 22, 23, on a une espèce d'embouteillage entre les spectacles qui étaient déjà prévus, ceux qui ont été répétés et qui arrivent, et ça s'enchaîne. Et donc, c'est vrai que j'ai une équipe un peu sur les genoux, parce qu'ils doivent tout le temps travailler à l'accueil, à la programmation. Pour vous dire, voilà, à quel rythme on vit, et qu'en fait, ce qui nous manquait, c'était le contact avec le public. Alors, le public revient, mais ils viennent plutôt plus facilement pour des comédies. Et c'est bien normal. Les gens ont envie de rire, envie de s'amuser, envie de partager autre chose que ce qu'ils ont déjà vécu. Mais les salles sont pleines. Et bizarrement, elles sont pleines depuis le mois de décembre, où on nous avait empêchés. On nous avait dit, vous devez fermer les théâtres. Puis on a dit, mais non, là, on a pris toutes les règles, on a aéré, on a équipé les salles, on a des masques, on fait le CST à l'entrée. Donc je me suis mis, je voulais pas imposer ça à mon équipe, donc c'est moi qui étais devant et j'essayais de faire ça de façon plutôt drôle. Mais on contrôlait le CST, puis on ne comprenait pas pourquoi on devait fermer. Alors que les bars étaient ouverts et les restaurants aussi, ce qui était très bien, cela dit, je ne veux pas faire de choix. Mais je me disais, mais si je suis un homme politique, j'ai envie de protéger ma population, je dois la répartir le plus possible. Donc, plus il y aura de salles de spectacle, de concerts et qu'il y a un peu de gens partout, c'est moins dangereux que de dire tous au bar, tous au restaurant. Et là, on ne comprenait pas. Et donc, on est ouvert. Et bizarrement, les gens sont revenus. Et on était relativement complet pendant cette période, jusqu'à ce qu'on se devienne de nouveau autorisé de pouvoir jouer. Et j'en arrive à la question des élèves. Et donc, la première vague arrive, on est en mars 2020, je donne cours dans une école de théâtre, et là, ça devient très compliqué, parce qu'il faut continuer les cours. Mais donner cours de théâtre en Zoom, donc c'est-à-dire par Internet, c'est extrêmement compliqué. C'est vraiment... On va essayer, et là, les élèves vont vraiment se démotiver. Surtout les dernières années. La première année qui vient de rentrer, ils sont assez d'accord de prendre l'expérience, ils veulent réussir. Mais ceux qui sont en troisième année espéraient tellement pouvoir montrer un spectacle en public, avaient tellement d'espoir et le souvenir de ce que les autres avaient fait avant, de ce qu'ils avaient vu. Et moi, je donne cours en troisième année à ce moment-là. Donc, c'est les bac 3 dans le jargon. Et ils doivent jouer une pièce. Et très rapidement, je comprends que ça ne va pas s'arrêter. Et donc, je leur dis, écoutez, on ne va pas pouvoir présenter de pièce. Et tout ça en Zoom, avec des élèves qui n'ont pas beaucoup de réseau, certains qui n'ont même pas d'ordinateur, qui doivent faire sur leur téléphone, tous isolés. Certains élèves qui viennent de l'étranger, qui sont dans un code, qui sont tout seuls, isolés encore plus, qui n'ont pas de contact avec leur famille. Et donc, petit à petit, on essaye de dire, on va aménager, et je leur dis, écoutez, on va faire juste, ils ont un cours d'écriture, avec le professeur d'écriture, je dis, écoutez, on va essayer de terminer vos écritures, vos textes à vous, et on va jouer vos textes. On va mettre en scène vos textes, comme ça on aura moins de temps, et dès qu'on pourra se retrouver, on fera ça. Puis on voit que le temps diminue, et qu'on ne pourra pas se retrouver, donc je leur dis, on va juste lire vos textes. Et en fait, là, ils m'ont dit non. Et donc certains ont été jusqu'au bout, d'autres ont abandonné. Et c'était impossible de lire ensemble. Alors je le faisais individuellement avec chaque élève, mais cette période-là était vraiment très très dure. Et alors, il y a quelque chose qui s'est passé chez les étudiants, ils ont instrumentalisé aussi le Covid. C'est-à-dire que tout devenait prétexte à critiquer la structure.
Jusqu'au moment où une élève m'a même demandé, mais ça c'est plutôt l'année suivante, elle m'a dit « Éric, quand est-ce que tu arrêtes la pandémie ?» Je dis « Pardon c'est pas moi qui l'ai organisé. » Mais j'incarnais, en tant qu'homme blanc de plus de 50 ans, une espèce d'autorité, comme s'il y avait une espèce de complot contre les jeunes et que nous avions organisé la pandémie. Mais je crois qu'elle le disait sincèrement, elle n'en pouvait plus. La seule personne à qui elle pouvait parler pendant cette période-là, c'était un adulte, son professeur, et lui dire voilà, j'en veux plus. Et donc on a recommencé l'année donc en septembre 2020, et là on doit faire les examens d'entrée pour l'école de théâtre, et normalement ils viennent présenter des scènes, ils viennent présenter des morceaux de spectacle. On n'avait pas la permission, donc on a dû évaluer tous les élèves un par un, avec nous masqués, les professeurs, et eux présenter un monologue. Et donc ce qui est intéressant au théâtre, c'est la complicité avec son partenaire, c'est la scène, c'est l'échange. C'était impossible, donc on a évalué tous les élèves uniquement sur monologue, donc ce qui était très difficile, très périlleux. Donc quand il y avait un doute, le doute préconisait à l'élève et on prenait l'élève. Donc on a pris un peu plus d'élèves. Mais ces élèves-là étaient très très motivés. Très très motivés. Je vous ai dit, c'est les écoles, les classes supérieures. Et puis on est passé en bulle. On a dû donner cours en bulle de 4. Donc du jour au lendemain, on me téléphone, on me dit tu peux plus donner cours à ta classe. Là j'étais en 2e année, je donnais cours en 2e année. Et ils me disent, on est en octobre 2020, et on me dit voilà, tu peux plus donner cours à la classe, tu dois demain donner cours par groupe de 4. Je dis attendez, je vais les revoir demain et faire ces bulles avec eux, parce qu'il y a quand même des tensions parfois entre les élèves. Et donc on a refait ces bulles, et donc je voyais par heure 4 élèves, puis 4 élèves, puis 4 élèves, puis 4 élèves, et pour avancer en faisant des pièces de théâtre. Donc je dis écoutez, on va choisir un auteur, comme c'est la 2e année, il faut un auteur un peu classique, il faut une langue, j'ai choisi Boris Vian. Je dis comme ça, il y a des scènes à 2. S'il y en a un qui est malade, l'autre peut quand même faire un monologue, donc on va rajouter un monologue ou une chanson. Donc le professeur le cours de chant dit ok, on peut le faire. Je dis s'il y a des scènes à 3, on va faire des scènes à 3. Et comme ça on pouvait tenir et avancer. Donc il y en avait toujours un qui n'était pas là, mais on a avancé. Et ce qui est assez amusant dans cette période, c'est que certains élèves qui étaient un peu à la traîne, en fait se sont révélés. Se sont dit moi ça m'arrange, cette période-là je vais en profiter, je vais travailler, alors que d'autres qui étaient beaucoup plus à l'aise, qui faisaient ça avec beaucoup plus de facilité, se sont perdus, ont perdu pied. Il y avait un gros travail de motivation de voir pourquoi ils sont pas là, pourquoi ils viennent pas, est-ce que tout va bien. Il y a un élève tout d'un coup qui arrive, il logeait dans une famille à Louvain-la-Neuve, et je dis mais pourquoi tu m'en as pas parlé plus tôt? Et en fait il dit en fait la famille m'a isolé complètement, ils ont peur que ce soit moi qui ramène le Covid à la maison, donc je peux plus aller dans la cuisine, je peux plus aller dans la salle de bain, je suis tout seul dans ma chambre, j'ai un plateau devant ma porte. Et donc l'école a tout de suite mis en place quelque chose pour le reloger dans un endroit un peu digne et accueillant. Mais donc ils vivaient des choses extrêmement dures. Et j'entendais Sophie Maas, qui est une psychanalyste et professeure et docteur en psychiatrie, qui disait les ados sont le corps de notre population qui a le plus souffert. C'est eux qui ont le plus subi. On leur a demandé plus qu'à n'importe qui. Ils devaient à la fois être performants, rester joyeux. Ils étaient coupés des relations avec leurs partenaires, leurs amis. Et c'est ce que les étudiants vivaient en théâtre. Et donc, par exemple, je devais régler des scènes où ils ne pouvaient pas se toucher, ce qui, dans certains cas, était très compliqué. Donc, on devait trouver des métaphores de la relation. C'est comme si la scène entre Roméo et Juliette, ils restaient sur le balcon, ils ne montaient jamais. Il fallait vraiment rester à distance les uns des autres. Et donc, il a fallu passer à travers ça. Et on s'aperçoit, fin de l'année, que vraiment les 2 premières années, qui découvrent le théâtre en même temps que le Covid, sont beaucoup plus positifs, beaucoup plus réactifs. Et les 2 dernières années, c'est vraiment, on les tire tout doucement là, parce qu'ils sont désespérés, parce ils peuvent comparer avec ce qui se passait avant. Ils n'ont pas l'énergie, il n'y a pas de résilience, il n'y a pas vraiment d'envie de réinventer le mouvement. Et aussi, on a parlé évidemment des absurdités parfois des informations qu'on reçoit. La ministre est venue en personne pour voir comment se passait l'école. Elle a dit on va réaménager ça, ça et ça. Donc il y avait une volonté quand même de nous aider. Mais on s'apercevait qu'ils ne savent pas ce qu'on fait. En fait, ils ne savent pas comment ça se passe une pièce de théâtre, comment ça se répète, comment ça se travaille. À tel point qu'on avait une note en disant, voilà, les élèves ne doivent porter le masque que pour les cours uniquement physiques. Donc c'est-à-dire tout ce qui était acrobatie, ils ont un cours d'escrime,
ils ne doivent pas porter le masque, c'est d'accord. Mais tout ce qui est artistique, ils doivent porter le masque. Et donc le cours de chant et le cours de voix étaient assimilés artistiques. Et donc ils devaient mettre le masque pour chanter et pour faire le... Donc le temps de prévenir la ministre, dire que c'est pas possible, que ça n'a pas de sens. Mais on devait respecter les règles, c'était très important vis-à-vis des élèves, d'être très respectueux des règles, parce que sinon on perdait des classes entières. Dès qu'une classe était infectée, ils étaient tous en quarantaine. Donc le travail avançait vraiment comme ça. La bulle de 4 était en quarantaine et parfois c'était toute la classe. Et là on a encore eu une classe entière il n'y a pas longtemps qui doit présenter son exercice. Le matin même, il y en a un qui fait un test, les autres font le test et toute la classe... et voilà, l'examen est reporté maintenant au 30 mars par exemple. Donc c'est toujours, on avance très difficilement, mais maintenant on retrouve nos marques. Mais ça va laisser des séquelles, ça va laisser des traces chez les élèves qui en fait ont pris une espèce de... comme s'ils prenaient leur destin en main. Mais ça on a chez tous les ados, hein, qui ont envie de réagir. Et maintenant il faut doser entre le plaisir de ressortir, de pouvoir aller boire un verre, et d'être quand même présent le lendemain matin à 9h pour le cours. Hein. Ça c'est la grande difficulté qu'on a. Et à la fois, il faut une certaine tolérance. Voilà. Qu'est-ce qui nous a manqué pendant cette période? C'est le rapport avec le public, c'est-à-dire c'est les moments de partage. C'est pas le fait de s'occuper. Le musicien, il travaille sa guitare, il travaille son instrument, l'acteur, il répète son texte. Je vous ai dit, on pouvait répéter, on pouvait composer. C'est pas ce que la ministre avait dit en disant qu'ils doivent trouver d'autres moyens de s'occuper. Il y en avait certains qui devaient aussi trouver des solutions, comme je vous ai dit, avec ce statut de travailleur saisonnier. Trouver de quoi vivre, en fait, puisque les revenus sont assez aléatoires. Certains ont la chance d'avoir un statut, comme je suis prof ou directeur d'un théâtre, j'avais un salaire assuré. Mais ce n'était pas le cas de tous les comédiens, donc il fallait trouver. Et donc, par exemple, ici, au Théâtre des Riches-Clercs, comme toute l'équipe administrative s'est mise en télétravail, je récupérais une partie des sous et j'ai pu payer tous les artistes comme s'ils avaient joué, comme s'ils avaient tous joué. Mais ce n'était pas possible partout, en fait. Donc il a fallu vraiment trouver des trucs et ficelles. Il a fallu revendre du matériel. Il y a des compagnies entières qui disaient on vend les camions, on ne sait pas payer l'entrepôt, on vend les camions. Alors qu'il fallait maintenir l'outil parce qu'on savait que ça allait rouvrir, il fallait recommencer. Mais donc, oui, il y a eu des faillites parmi les artistes. On a un pays très social aussi. Donc, heureusement, le chômage a maintenu son statut. On a eu l'équivalent du droit passerelle pour les artistes. Donc, mais c'était des situations extrêmement difficiles. Je pense par exemple à une comédienne qui est seule à la maison avec 2 enfants en bas âge. Elle était entre 2 appartements, donc elle logeait sous un toit. Il a fait très très chaud l'été 2020. Elle dit je ne savais plus quoi faire avec mes enfants, je ne pouvais pas sortir. Et elle devait répéter son texte aussi. Donc on s'est retrouvés dans des situations difficiles. Et surtout c'était de dire que c'était toujours ce rappel de non essentiel qui faisait plus mal qu'autre chose en disant et pourtant ça va revenir. Et pourtant, c'est vrai que je ne peux pas m'empêcher de penser que ce qu'il restera de cette période, de cette pandémie, sera écrit par des artistes, que ce soit des écrivains, que ce soit des spectacles, que ce soit des films, que ce soit des photos, des expositions. Il y a un artiste qui a photographié tous des artistes avec des masques, un photographe donc qui a fait toute une exposition sur... Et je pense que c'est des choses comme ça qui vont rester, que le souvenir qu'on aura finalement de cette période, ce sont les artistes qui l'auront pris en charge, qui l'ont ramené. On le retrouvera comme ça. Je vous ai dit, aujourd'hui, on vit cet embouteillage, mais il y a aussi toute une créativité qui s'est remise en marche, qui s'est remise en route. C'est-à-dire qu'on peut à nouveau réécrire d'autres choses. Et alors qu'on était en train de commencer à réécrire, je vois d'autres pièces, maintenant, c'est l'Ukraine. Et les artistes me disent, tu sais, on change l'axe de la pièce, on va ressortir cette pièce-là, on veut jouer ce texte-là, on veut... Et donc, même les élèves disent, il faut qu'on parle de l'Ukraine. Et à la fois, c'est douloureux, mais je me disais, voilà, il passe à autre chose. Il y a quelque chose qui se passe, on continue à être à l'écoute du monde, en fait, et c'est le rôle vraiment des artistes, c'est d'être à l'écoute de ce qui se passe dans notre société. Je ne peux pas m'empêcher aussi de me dire que tout n'a pas été négatif dans cette période, parce qu'on a pu être attentifs les uns aux autres. Je vous parlais du Pont des Arts. Ce qui était très difficile pour les clowns à l'hôpital, c'est qu'en fait, ils ne pouvaient plus aller à l'hôpital. Donc, maintenant, je crois que ça recommence cette semaine-ci, certains hôpitaux veulent bien, etc. Et donc, eux ont été mis sur le côté. Donc, ils répétaient entre eux,
Ils essayaient de communiquer avec les enfants avec lesquels ils avaient des contacts, ils envoyaient des vidéos, on essayait de numériser. Et tout n'a pas été négatif, parce que je pense que finalement, ça a mis en lumière le rôle vraiment des artistes dans notre société, et dans ce qu'on peut apporter finalement dans l'échange, dans la qualité des événements, et dans notre rapport humain le plus possible. Et je voudrais conclure en disant que je me dis, mais si quelque chose comme cela devait se reproduire, comment est-ce que nous réagirions tous? Je n'ai pas de réponse. Je me dis, je crois qu'on a tous plus de respect sûrement pour le monde de la santé, qu'on est plus conscient de ce qu'ils ont vécu. Je pense qu'on a pris conscience aussi du fonctionnement de nos seigneuries. C'était un monde à part, c'était des gens voilà, on savait que ça existait, mais on ne s'en occupait pas. Et puis maintenant, on voit qu'il y a quand même des inspections qui se mettent en route. J'ai l'impression qu'on s'est intéressé plus à certains aspects de notre vie qui ne fonctionnaient pas. Comme si tout ce qui était normal avant, une fois qu'on en a été privé, nous a posé la question de qu'est-ce qui nous manque le plus, qu'est-ce qui nous semble anormal et qu'est-ce qui nous semble finalement essentiel. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux. Dans un temps d'incertitude, je pense au docteur, quelque chose va nous tomber dessus et il faut travailler 7 jours sur 7. Le lundi, voir si on continue à faire ou non des visites. Et puis finalement, au début, on a les assistants tout jeunes, tout fringants qui vont nous aider, qui vont tout faire. Et puis finalement, il y a de l'absentéisme à un certain moment. Donc, c'est l'incertitude complète et il faut réagir au jour le jour. Et j'ai été très étonné, je ne vais pas dire triste, mais et on ne sait pas si c'est fini. Donc voilà, encore l'incertitude. Donc on vous fait faire des conférences sur quelque chose qui n'est peut-être pas encore fini. Et donc moi je suis en admiration, évidemment, devant le monde de la santé. Et la semaine dernière, on avait aussi pensé à d'autres, donc tout ce qui est les experts. Évidemment, vous avez bien dit, et ça on l'a dit aussi dans les médias, en Belgique, il y a 11 millions d'experts. Mais il y en a qui sont plus experts que d'autres. Et donc ceux-là, les scientifiques qui passaient dans les médias, on les écoutait, on espérait qu'ils allaient annoncer des bonnes nouvelles. Bon, évidemment, ça a été raté de temps en temps. Et alors, il y a ceux qui énervent dans le monde politique, donc j'arrive à vous. C'est M. Van den Broek qui, sans arrêt, nous faisait la leçon qu'il fallait. Et puis finalement, on se disait à quoi ça sert maintenant. Mais bon, donc, il faut respecter tout le monde. Mais en tout cas, merci beaucoup pour... c'était un fameux témoignage. Je ne me rendais pas compte, vraiment, franchement, qu'il citait ça pour tout le monde dans le monde de la santé. Je savais, j'ai des gens dans ma famille qui sont à Marie Curie, à Charleroi et tout ça, comme soignants, etc. Mais je ne me rendais pas compte que c'était à ce point-là. En tout cas, merci beaucoup. Et alors vous, monsieur de Stark, vous l'avez dit, vous êtes très proche du culte. Qu'est-ce que c'est qu'une messe si on n'a qu'un qui parle devant une caméra? Mais c'est ridicule. Enfin, je ne vais pas dire que ceux qui ont fait ça à Catobel et compagnie sont des nuls, mais donc c'est vraiment très étrange que, et alors je comprends, le monde politique qui ne sait pas ce que c'est que le théâtre, sauf quand il y va, il voit que la représentation et pas le reste, alors que comment est-ce que vous faites, occupez-vous. Mais comment est-ce qu'on peut s'occuper si on n'a pas de public? Donc vous l'avez vraiment très très bien signalé, nous a informé vraiment à fond. Et quand il y a eu les contestations par rapport aux dernières mesures, donc évidemment je peux critiquer le gouvernement comme ça, mais quand il y a eu les dernières mesures où c'était toujours on ne peut rien faire, on vous a quand même soutenu dans l'opinion publique pour la réaction que vous avez eue, donc dans le monde artistique, pour dire on le fait quand même. Donc c'est pour bien montrer que
ce que Madame Wilmès, et c'était évidemment pas le bon mot qu'il fallait utiliser, a dit non essentiel, donc là, il fallait utiliser un autre mot, mais donc pour la prochaine vague, on lui dira à elle et à son successeur, Alexandre De Croo. Je fais beaucoup, pour le moment, dans ma tête, le parallèle avec ce qui se passe en Ukraine et ce que l'on raconte. C'est quand même malheureux que devant une population qui souffre terriblement, on pense surtout aux conséquences négatives pour nous. C'est la population qui souffre beaucoup. Nous, on va souffrir, on est encore dans l'incertitude, mais on va souffrir suite à tout ce qu'il faudra payer plus cher, etc. Mais donc, nous, pour le moment, ça va. Pour le moment, ça va. Donc, nous sommes toujours dans un temps d'incertitude. Le monde artistique nous aide à traverser tout cela. Et vous avez eu raison, et je terminerai là-dessus, de bien montrer que maintenant, on voit ce qui nous manque. Les maisons de repos, comment ça a été traité, et aussi les adolescents qui ont vraiment dû passer par une période terrible. Et il y aura bien sûr des conséquences, mais comme, et vous l'avez dit à la fin, un être humain est solidaire et parvient toujours à avoir, ne te laisse jamais aller à fond, donc réagis. Je crois qu'avec ça, nous avons ce soir reçu quand même pas mal de leçons. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci docteur, merci monsieur de Starck, merci monseigneur. Merci à tous. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine avec le cardinal Joseph de Quézel qui va nous rejoindre depuis Malines. Merci bien.